Salut à tous, épisode 2 avec les Suns. Je vous rappelle, j'ai, on va dire, customisé un MyNBA en mode commencer maintenant en ère moderne et puis en essayant de répercuter tous les mouvements qui avaient eu lieu à la draft, à la free agency. On peut commettre des erreurs, d'ailleurs il y en a une sur laquelle je vais revenir, merci de me l'avoir signalé. Nous en sommes à un petit début de saison très modeste, mais qui prouve qu'on est quand même un peu dans le positif avec cette équipe. Alors regardez, Oklahoma survole, Dallas et les Spurs s'accrochent, puis nous on est quand même sur un petit 21 victoires, 15 défaites, avec un effectif pour autant modeste. Le petit accident industriel du moment, il est par rapport aux Rockets, qui sont seulement à 50%, alors qu'on peut sincèrement les attendre bien mieux que cela. Avec l'arrivée, on le sait, de Kevin Durant. Je contrôle en sous-main cette équipe-là, elle est vraiment drôle à jouer, il n'y a rien à dire. Après, il y a un vrai accident, hein. Celui-là, c'est les Denver Nuggets. Il faut dire que Jokic a été un petit peu blessé. Les Grizzlies, ça va pas du tout, avec Desmond Bane en moins. Les Clippers, apparemment, sont un peu trop vieux. Je le dis, mais je les aime beaucoup, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on est constitué, nous, autour de Devin Booker et de Jalen Green, suite au trade de Kevin Durant. Cole Anthony a été recruté pour pallier un certain déficit au poste de meneur, donc on a nos deux arrière-stars qui ont de beaux salaires. On a Dylan Brooks, lui aussi récupéré de Houston via le trade de l'ami KD. On a McNeely qui est une erreur de ma part, qu'on va corriger dans un instant. On a un jeune rookie très intéressant, Richard Fleming. Moi, j'ai complété avec TJ Warren et je suis allé chercher en sign and trade Jonathan Kuminga, parce que rien ne bougeait du côté des Warriors. D'ailleurs, à l'heure où je parle, il n'y a toujours rien de fait, hein. Peut-être que ça va être tout simplement une petite année, vous savez, une petite année automatique, la qualifying offer, comme on appelle ça. Dans la raquette, bien, les deux font bon ménage. Les deux, c'est Mark Williams d'une part, transfuge de Charlotte, et le rookie Kaman Malouak. Ce rookie assez puissant. Et puis le troisième homme, c'est Iguodaro, mais le pauvre n'a pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, donc il est un peu mécontent. Il va falloir un petit peu s'adapter à tout ça. Voilà, donc ma rotation, je vous la montre. Elle est voilà, à 9 joueurs pour le moment. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, McNeely, j'ai été obligé de le sortir. Alors là, vous voyez, je le remets un peu. J'aimais beaucoup ce joueur-là, et puis en fait, j'ai commis une erreur. C'est que, en fait, McNeely, c'était le 29e choix de la draft 2025. Et en fait, c'était exactement la monnaie d'échange du transfert de Mark Williams venant de Charlotte. Donc, au final, McNeely, il est aux Hornets. Il n'est pas aux Spurs. Il n'est pas aux Suns, pardon. Bref, voilà, c'est mon erreur, je suis désolé. J'en ai commis peu par rapport à tout ce que j'ai modifié, mais il y en avait une là qui était assez grossière. Bradley Beal va peser pendant 5 années à hauteur de 22 millions. Dans le dead cap. Vous savez que IRL, il a signé aux Clippers. On a appris ça il y a quelques jours. Et puis Damian Lillard aussi est retourné à Portland. Mais bon, voilà. Ça, c'est post-mise à jour. Donc, je ne peux pas tout changer. On va rester en l'état pour cette partie-là. On attendra NBA 2K 2026 pour avoir des choses encore plus conformes à la réalité. Regardez, j'ai un problème dans cet effectif. C'est Iguodaro. Il est très mécontent. Il faut dire qu'il joue très peu, voire pas, et je le comprends. Donc, puisqu'il est furieux, il va peut-être falloir trouver une solution pour ce jeune homme, parce que j'ai objectivement pas la place pour le faire jouer. Et l'autre personne qui est un petit peu embêtée, je dirais, c'est Dylan Brooks. Peut-être qu'il se demande un peu où il est tombé. En tant que vétéran spécialiste de la défense, ça a dû être un choc d'arriver à Phoenix. Et donc, il n'est pas content du tout. Et écoutez, je vais regarder ce qui est faisable. Donc, j'avais commencé, avant même
de publier l'épisode 1, à avancer un petit peu sur le calendrier pour objectif de ne pas traîner en fait, hein, d'avancer vraiment et que cette saison 2025-2026 ne dure pas des plombes, parce que je crois qu'une partie est plus intéressante quand on avance assez rapidement. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Bref, petit artifice pour envoyer McNeely à Charlotte et ainsi réparer mon erreur. On va abolir très temporairement les règles financières des transferts et on va s'occuper d'envoyer donc McNeely, regardez, proposer un échange. On va prendre notre ex-rookie prometteur, McNeely, puis je vais me servir d'un tampon qui va être un deuxième tour 2030 de chaque côté. Du coup, c'est facile, on va à Charlotte, hop, on prend le deuxième tour 2030 des Hornets, on se fait notre petit échange, donc 2030 contre 2030, plus McNeely, bien sûr. Si je désactive pas les règles de transfert, ça passe jamais à l'histoire. Hein. Ou alors il faudrait qu'ils aient une capacité d'absorption salariale, mais je suis pas tout à fait certain que ce soit le cas. Puis après, dans la foulée, hop, je refais le trade contraire, mais seulement avec les deuxièmes tours concernés. Et ainsi, on va se retrouver avec, finalement, l'opération des deuxièmes tours qui a été neutralisée. Et par contre, McNeely qui reste bien aux Hornets. Et nous, on se retrouve donc avec 13 joueurs, parce que j'avais pas fait le choix d'en avoir 15, j'en avais 14. Il faut en avoir 14 ou 15, sans compter les two-way contracts. Hein. Mais donc voilà, après on revient, hop, on se dessaisit des Hornets. Vous voyez, au passage, qu'en sous-main, je m'amuse un petit peu avec Houston et San Antonio. Et on peut revenir ici à l'essentiel, à savoir nos Suns. Alors, on a vu juste avant qu'il y avait deux personnes qui étaient mécontentes. Ighodaro, très mécontent, et Dylan Brooks, assez mécontent. Voilà la raison pour laquelle, après avoir remis les choses en place, je vais aller tester le marché pour ces deux joueurs-là, parce que je tiens pas... on est dans un projet où on cherche pas le titre, on veut juste essayer de construire le début d'une équipe autour de Devin Booker et très probablement nos deux rookies, hein, que ce soit Fleming ou Malwack, à savoir qui jouera quel rôle à quel moment. Pour le reste des joueurs, c'est pas forcément évident de le dire comme ça. Et les Hawks, en fait, me font une super offre. Ils me font une offre qui est un tour 2026, un premier tour. Bon, ok, c'est un moins bon entre San Antonio et Atlanta, mais c'est quand même pas mal. Et ça reste quand même un choix de premier tour de draft. Hein. Et puis, Jalen Johnson. Et je trouve que le profil de Jalen Johnson est particulièrement intéressant. Moi, je le considère plus comme un ailier. En tout cas, c'est comme ça que je compte l'utiliser, surtout dans la mesure où numériquement, il vient remplacer Dylan Brooks. Et voilà comment, à 2-3 semaines de la trade deadline, on va ici résoudre un problème de morale dans le vestiaire. Et on va essayer aussi peut-être de sportivement pas être perdant, ou peut-être même offensivement être gagnant hein, sur ce trade. Donc on a un troisième homme fort capable de produire et de scorer. En tout cas, c'est ce que j'espère. Le nouveau roster est donc constitué. Et simplement, un petit détail qui tue, c'est que maintenant on n'est plus qu'à 12 joueurs. C'est normal, on en a envoyé un à Charlotte. Et puis on a fait du 2 contre 1 avec Atlanta. Ce qui veut dire que je dois aller me rabattre sur les agents libres. Et afin vous voyez, Chris Paul a toujours pas trouvé de franchise. Afin de préserver un certain équilibre d'équipe, je dirais, je vais aller chercher un pivot, DeAndre Jordan, qui pourra même me servir un petit peu de mentor pour Malwack, éventuellement. Donc excellente pioche pour sa probable dernière année en NBA. DeAndre Jordan se retrouve ici pour une année avec nous, en tout cas un contrat d'une année. Et puis autre personnage que je vais aller prendre, c'est moi je cherche des vétérans hein, dans ces cas-là, mais que ne demandent pas trop de jouer, ils peuvent avoir des insignes
à transférer en mentorat. Donc après recherche, je me suis rendu compte qu'un candidat qui était relativement sympa en termes d'insigne et en termes également de niveau et qui me semble compatible avec les idées qu'on peut avoir, c'était Alec Burks. Donc voilà, j'ai fait mon choix. Alec Burks va nous rejoindre. Là aussi, un petit contrat, juste une année comme ça, et puis la suite, on verra bien. Contrat vétéran, minimum. De toute façon, on a tellement explosé le cap space que on n'a pas beaucoup de latitude, on s'en doute bien. Hein. Voilà, donc la nouvelle rotation arrive, et sur celle-ci, eh bien, on va toujours prioriser les mêmes joueurs, hein, Booker, Green, Johnson désormais, Kuminga, Williams, avec quand même plutôt au poste de pivot désormais un vrai partage du temps hein, sur cette deuxième partie de saison. Je trouve que Malouak mérite de jouer autant que Williams tellement il est fort. Après, je mets un tout petit peu plus de Green en meneur que je ne mets de Booker. En tout cas, je suis plus tenté de mettre Green sur quelques moments où je ne peux pas faire jouer Cole Anthony. Fleming doit hériter de minutes. Et puis après, pour le reste, Ryan Dunn doit avoir de la confiance et des minutes. Parce que c'est à la fois un bon défenseur, un bon sophomore qui est capable de contribuer à la fois offensivement et défensivement. Voilà, pas de commentaires particuliers. On va pouvoir y aller. J'ai donc voulu tester tout ça le 14 janvier face aux Wizards. Alors les Wizards, c'est pas l'équipe la plus difficile à jouer de la NBA. Hein. Ça n'a pas changé en 2025-2026 par rapport à l'année ou aux années précédentes. Mais bon, c'est toujours intéressant de se tester. Il y a un aspect de ce jeu qui est toujours, moi je trouve assez remarquable, c'est que vous avez beau être supérieur à une équipe, franchement vous pouvez aussi être inquiété par elle. Et donc par là même, toujours intéressant de jouer même quand on pense être supérieur, parce que au final, rien ne prouve qu'on va pas se faire surprendre par l'insolence de l'attaque adverse. Marcus Smart est à la main, en tout cas démarre le match du côté des Wizards, et nous on peut développer notre petit plan de alley-oop, que ce soit pour Kuminga, Williams ou Malouak, même si c'est surtout Malouak hein, qui est très très fort pour ça. Regardez, Ryan Dunn à 0 degré. On se gêne pas hein, quand le pick and roll est contesté par l'aide défensive adverse. Bah on y va. Regardez ici, c'est amusant parce qu'on croyait qu'ils avaient perdu la balle. Au final, on a craqué parce que on se prend un panier après rebond offensif. Ok. Voilà des petites actions hein, un peu en insolence ici ou là, c'est amusant. Après on arrive à contrer mais ça retombe dans les mains. Enfin, bon c'est pas du basket de très très haut niveau, hein. C'est normal. Hein. C'est pas ce à quoi on s'attendait. Nous on arrive à dérouler voilà nos petites séquences encore une fois. Je suis content, on fait un peu le spectacle. Et puis bon an mal an on se détache quand même. Hein. Ici c'est Jalen Green hein, qui vient marquer un panier très très important. Il est offensivement assez doué hein, pour la saison régulière. Hein, il est nickel. N1 pour Mark Williams. Sur cette action, il aura fait beaucoup de mal dans la raquette. Mark Williams sur ce match. Il faut dire que ils alignent Alexandre Sarr le plus souvent au poste de pivot. Et j'ai pas l'impression qu'en fait Alexandre Sarr soit réellement un pivot. Je sais hein, que c'est très contestable hein, ce que je raconte. Mais moi je le vis pas comme un pivot. Et pour moi c'est quand même plus un ailier fort. Il en a la mobilité. Il a un physique exceptionnel. Mais je le vois pas comme un pivot en NBA. Voilà. Bon, bref. C'est très personnel, subjectif. On s'est régalé, on passe très très vite à la suite parce que c'était pas très très significatif comme opposition. Et puis surtout on va avancer ce calendrier. Donc victoire sur Miami 2 jours plus tard. On va croiser la route des Rockets ensuite. Rockets toujours intéressant. Il commence à aller mieux au passage les Rockets. Donc on perd contre eux, on perd contre les Grizzlies, on perd contre les Wolves. Dans la foulée, Pelicans, victoire par contre
2 défaites, pardon, Memphis, Miami. On tape Orlando et on perd contre les Mavs. Ok. Se présente à nous ensuite les Clippers et la trade deadline. Mais bon, là, moi, je n'agis pas hein, parce que j'ai décidé qu'on a déjà bougé. Ça suffit. On va faire maintenant avec l'effectif tel qu'il est. On est à 29-22, plutôt en bonne position. On a notamment les Warriors hein, et les Lakers qui sont en chasse de ces Phoenix Suns. Voilà, semaine du 9 février, il y a le All-Star Game à la fin. Et on retrouvera la NBA avec le 19 février, un déplacement à Milwaukee, qui va être une victoire, suivie ensuite de 2 défaites. Vous voyez, voilà, hein, j'avance. Il y a une équipe ici qui est intéressante, c'est Memphis, parce que elle a un bilan quasiment inversé par rapport au nôtre. Pour autant, elle a un talent inouï en la personne de Ja Morant. Elle a perdu Desmond Bane, on le sait tous, dans un trade qui nous a beaucoup surpris par rapport notamment à la contrepartie. Il y avait 4 premiers tours de draft dans le trade de Bane à Orlando. Il y avait aussi KCP, et puis on le sait, Cole Anthony, qu'ils ont coupé d'ailleurs entre-temps, c'est amusant. Moi je ne le savais pas hein, quand je suis allé le chercher. Mais par contre, ce que je savais, c'est que Memphis ne comptait pas sur lui. Voilà, ça c'était évident. Et voilà encore un match qu'on est tout à fait en mesure de prendre, mais voilà, ici, hop là, petit travail près du panier pour Jalen Green. On est tout à fait en capacité de prendre ce match. En revanche, il faut faire très attention, hop là, à la furia Ja Morant qui, à lui tout seul, peut nous faire énormément de mal. Ici, magnifique. On ne peut pas défendre. Il y a des séquences de virtuosité de l'adversaire face auxquelles je n'ai strictement aucune réponse. Voilà, à l'instar de toutes ces petites actions que je vous ai sélectionnées, où Ja Morant s'en donne à cœur joie. Ici, Fleming se fait dunker sur la face par Jaren Jackson, poster time. On n'a pas forcément toujours l'adresse qu'on mériterait d'avoir, hein, je trouve. Hein. C'est un peu dur le codage là hein, du jeu. Il est en superstar. Il y a vraiment l'idée qu'on est censé souffrir et vivre la frustration. On va donc ici recoller à moins de 2 minutes de la fin, très proche de ces Grizzlies qui finissaient par nous mener hein, avec toutes ces histoires. Et puis ici, regardez, il y a Ja Morant qui va nous amuser avec Zach Edey. Faut dire, il a tellement exercé une menace pendant tout le match que j'ai tendance à aller un peu vers lui en aide défensive. Allez, Devin Booker, heureusement, trouve la mire et nous ramène à 1 point à ce moment-là, ce qui est salutaire. Puis maintenant, il faut juste défendre un petit peu, si on le peut en tout cas. Hop là, contre de Malouak. Encore une fois, Kaman Malouak qui vient faire sa loi. Ici, Ja Morant va essayer d'attaquer le cercle et va être quelque part contesté par Kuminga, hein, faut quand même l'admettre. Et sur la contre-attaque, panier facile parce que repli défensif assez pauvre et on passe 2 points devant. Balle de match tout de même ou balle d'égalisation, c'est eux qui décideront, les Grizzlies. Morant va ressortir le ballon ici sur Jaren Jackson Jr. pour la gagne et non. C'est raté pour Triple G et on gagne ce match. Bon, c'est pas tellement la victoire qui m'intéresse, c'était plus voir un petit peu comment est-ce que ces gens-là peuvent jouer ensemble. Vous avez vu que j'ai pas encore vraiment la technique pour exploiter Jalen Johnson. Je sais pas si j'ai fait un bon move sur ce coup-là. En tout cas, ce que je sais, c'est que les vieilles recettes qu'on a constatées, bah, elles marchent, hein, c'est-à-dire le scoring, on va dire, mené par Devin Booker et Jalen Green, voire Kuminga. Hein. Grosse présence athlétique dans la raquette. Et puis, par contre, défense extérieure globale, pas du tout élite. Voilà, on est une équipe qui n'a pas de caractéristiques de défense particulière, outre sa dissuasion sous le cercle. Voilà,
Derrière, c'est une victoire contre les Kings, défaite Dallas, défaite Spurs, ils sont beaucoup trop forts pour nous, les San Antonio Spurs. Et tiens, notre partenaire de trade, les Hornets, victoire aussi contre les Warriors, les Pistons, les Kings. C'est une bonne semaine. Et puis ici, je vais avoir envie d'entrer en jeu. Eh bien, regardez, comme ça, je vais pouvoir tâter le côté clutch de Kawhi Leonard qui nous plante ici ce panier. Il a bien posté son vis-à-vis. Ici, par contre, c'est un peu n'importe quoi. On prend le rebond, mais il reste plus de temps mort. Il reste plus beaucoup de temps. Il nous reste un shoot désespéré du milieu du terrain. Ah là là, il a failli. Il a failli rentrer. Kaman Malwak n'a pas porté infini. Peut-être qu'un jour il l'aura, mais en tout cas ici ça s'est vu. Et donc on est battu sur le fil par les Clippers. Mais encore une fois, c'est pas grave, c'était assez amusant. Ensuite, Bulls et Raptors, ben ça fera 2 défaites de plus. On est maintenant à 37 victoires et 30 défaites. Au moment de basculer sur la toute dernière partie du calendrier. On est en bataille, hein, très clairement, pour peut-être la 6e place. On verra si on arrive à aller la chercher. Par contre, il y a une vraie avance entre 7 et 8. Il y a 5 matchs et demi d'écart entre le 7e et le 8e. Regardez un petit peu, le Thunder survole, les Spurs sont en vrai boulet de canon, hein, ils sont solides 2e. Puis après Dallas et Minnesota, il n'y a aucun problème. Par contre, Houston, je vous en parlais, ils étaient en difficulté. Ben, ça va mieux. Sauf que au moment où ça va mieux, ah là 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 là. Oh la vilaine blessure. La vilaine blessure de Kevin Durant. Donc ils ont tradé pour lui. Et puis ben, KD en fait s'est gravement blessé sur cette action. J'ai plutôt été chanceux en fait que ça arrive pendant un match que je jouais. Un peu pour le plaisir, faut quand même l'admettre. Ici, voilà, il est mal retombé. Voilà, hop là, après cette pénétration, ça va être 1 à 2 mois d'indisponibilité pour Kevin Durant dans un moment décisif hein, vis-à-vis de la qualification éventuelle en play-off, après laquelle les Rockets courent également, tout comme nous. Donc bah c'est pas un bon plan. Par contre voilà, hein, ils ont mieux démarré leur 2e partie de saison que nous. Hein. C'est une équipe qui commence à tourner. Alors que nous, on est encore relativement moyen et on est sûr de pas grand-chose. En dessous, vous avez vu, c'est le marasme hein, du côté des Nuggets à degré supplémentaire, Sacramento, voire Memphis. Et puis par contre, tout en bas, il y a le Jazz. Pelicans, Clippers, Warriors essayent de s'en sortir, mais c'est quand même pas folichon. Voilà. Un petit commentaire, puisqu'on croise les Pacers. Quand vous mettez 400 jours d'indisponibilité à Haliburton, en fait, il revient avant. Hein, donc, en fait, Haliburton est déjà revenu de blessure depuis très peu de temps. Alors qu'IRL, il ne jouera pas la saison prochaine. Ça a été communiqué par les Pacers. Tiens, vilaine blessure pour Mark Williams, là, qui va nous manquer pendant quelques matchs. Je vais donc lancer le vétéran DeAndre Jordan dans le grand bain de la saison régulière, en espérant quand même que ça va pas nous coûter cher. Mais après tout, pourquoi pas. Un pivot comme ça, 75 plus 1 de morale, peut être intéressant. Denver s'oppose à nous. Victoire, yes. Puis victoire Bucks et défaite Spurs. On commence à avoir l'habitude. Les Spurs, on n'arrive pas à les toucher, c'est impossible. Ils sont beaucoup trop forts autour de Wembanyama. On bat les Lakers, on bat les Warriors. On perd contre Atlanta, qui est largement top 4 hein, à l'Est. Très bonne saison hein, pour les Hawks, là, en 2025-2026. Mark Williams revient de blessure, bah, c'est pas dommage. Donc c'est pour ça que les sauvegardes existent. Comme ça, on peut recharger sa rotation très très facilement. Je remets plus ou moins la même, hein, vous la reconnaissez peut-être par rapport à celle que je vous ai donnée il y a une grosse dizaine de minutes après nos transferts, après nos mouvements en tout cas. Ok, Mark Williams, tu es bienvenu. Et dans la foulée, une semaine un peu difficile, défaite contre le Thunder, victoire contre Cleveland, défaite contre les Pacers, défaite contre les Lakers. C'est pas bon, hein. Cette défaite contre les Lakers, elle nous coûte très très cher parce qu'on est en bisbille avec eux hein, pour la qualif, donc c'est pas facile.
Et OKC se présente à nous, il reste 4 matchs à jouer. Vous voyez, c'est très très serré. Ça va se jouer vraiment peut-être à un match près ou quelque chose de ce genre-là. C'est compliqué, ok, ici, parce que on est à égalité, ça me donne envie de rentrer. On est à égalité à 1 minute de la fin, et donc il y a peut-être quelque chose à faire. Dans un premier temps, j'avais très très bien négocié la prise en main, regardez, puisque Booker nous fait passer à +3, il reste 17 secondes, plus aucun temps mort hein, pour chacune de ces deux équipes, et regardez ce qui va se produire ici. Kuminga, pourtant, il n'est pas trop loin de Holmgren, qui, en portée infinie, 1 mètre derrière la ligne à 3 points, nous plante le panier de l'égalisation. Il va faire très très mal au moral, celui-là, parce qu'après on va se faire agresser, littéralement. C'est du bon Thunder, bien, vous voyez, comme ce qu'on a pu connaître en 2024-2025, hein, avec toute l'insolence qui peut les caractériser, mais une insolence au final assez maîtrisée, hein, puisque c'est tout sauf de la chance au bout d'un moment, hein, quand les phénomènes se répètent. Mais ici, bla, Holmgren qui se fait bousculer en l'air, ça fait plaisir. On recolle en fait, à chaque fois on essaie de recoller au score. On se bat bien et puis bon ben, voilà quoi. En face, ok, ici ça nous sort des 3 points pile au moment où il le faut. Sinon il y a aussi, hop là, avec la faute, panier, 2 points, pénétration, shy. Très très difficile en tout cas à jouer ce Thunder. Le dagger arrivera ici sur cette action où on est défensivement complètement à la ramasse. J'ai voulu venir en aide. Et c'est Jalen Williams qui va conclure. Voilà, on reviendra jamais de cet écart-là. Et ce que je prends assez mal tout de même à un certain niveau, après je m'en fous complètement, hein, vous imaginez bien. Perdre un match sur 82 par rapport à le gagner, qu'est-ce qu'on en a à secouer. Mais ce que je prends très très mal, c'est la manière dont je me fais quand même limite arnaquer en prolongation, quoi. Et même pour obtenir la prolongation. Donc, ouais, j'ai l'impression que quand même le codage va un peu loin par moment. Mais bon, allez, ça fait partie. Si tu râles, il faut arrêter de jouer. Donc j'arrête de râler et je continue à jouer. Victoire ensuite contre les Nuggets. Regardez, il y a un petit X devant Suns. Apparemment, on est qualifié. On est qualifié en playoff, non? Oui ou non? Pour autant, on est à égalité 46-36 avec les Lakers. Bizarre. Lesquels sont encore en course pour le play-in. Bon, bah en fait, je vous le donne tout de suite la réponse. C'est un bug du jeu. Il vous met un X à gauche, puisque ça date encore de l'époque où il n'y avait pas le play-in. Vous voyez, ils n'ont pas recodé ça. C'est quand même un petit peu dommage hein, de vivre sur le passé et de ne pas faire réellement l'effort de mise à jour d'un jeu. Hein, et je crois qu'il y a des gens qui en parlent plus que moi hein, de cet aspect-là pour NBA 2K. Vit sur ses acquis, hein, ce jeu. En tout cas, dans le mode qui m'intéresse, à savoir le MyNBA, qui reprend finalement en manière un peu améliorée le MyLeague. Hein. C'est un MyLeague très amélioré, mais c'est tout, hein, avec tous les mêmes leviers. Wembanyama MVP, waouh. Cooper Flag, rookie de l'année. Et nous, on passe à travers, hein, on n'a pas les playoffs. Hein. C'est pas grave. On va aller devoir jouer le play-in. Asia Collier. Alors lui, j'ai remarqué qu'il était cheaté quand j'ai joué contre eux. Parce qu'il était vraiment, mais... waouh, qu'est-ce que c'était chaud de jouer contre Collier. Wembanyama prend aussi le DP of the Year. Most Improved Player, Nemas Keita. Voilà, quand même, je pense qu'il s'agit d'un craquage le plus total. J'ai laissé, je touche à rien. Joueur clutch, Tyrese Maxey, pourquoi pas. Mark Denio, coach de l'année. Et Zachary Staples. Bon, ok, peu importe. Allez. First NBA Team, ça va, elle est pas vilaine. Moi, j'enlèverais juste Trae Young à titre personnel. Il n'y a rien à faire là, mais bon, c'est pas très grave du tout. Ensuite, on voit que la Melo Ball a accédé, par exemple, à la deuxième NBA, All-NBA Team. Alperen Şengün en troisième. Joel Embiid aussi. KD Cunningham. Puis après, pour les All Defensive Team... ben ouais, ok. Moi, ce qui me choque toujours, c'est le déséquilibre toléré
en ce qui concerne les positions de joueurs. Donc en fait, on met quasiment que des intérieurs, quoi. Les deux équipes, elles sont constituées de 10 intérieurs à peu de choses près. C'est un peu choquant. Tiens, dans la première All Rookie Team, Malouac, ça fait plaisir. Vraiment très très content, surtout que ça lui booste son moral à Kaman Malouac. Et puis dans la deuxième équipe All Rookie, Ratcher Fleming trouve sa place. Je suis très content parce que ça prouve qu'on a eu bien raison de le faire jouer. Et ça a l'air d'avoir un bel impact, là encore, sur son moral. Voilà, donc je vous le disais juste avant, on s'est fait passer devant au tout dernier moment par les Lakers. Et vous voyez le tableau, on le reverra un petit peu après. Pourquoi ? Parce que quelque chose d'assez intéressant nous attend. Alors pour aller affronter peut-être les Spurs, un match contre les Warriors. Alors les Warriors, c'est pas une équipe qui nous fait spécialement trembler, parce qu'elle est très vieillissante, et que on doit pouvoir même offensivement arriver à les déborder, je pense. Donc voilà, c'est comme ça qu'en tout cas j'y vais, et puis je me dis, attention, parce qu'aussi ils ont cette capacité par moment, ces Warriors, à prendre feu, notamment Steph Curry, ou alors à faire preuve de beaucoup de caractère, comme Jimmy Butler, mais je pense qu'à tous les niveaux, on a moyen de leur faire beaucoup de mal, voilà. Et notamment dans la raquette, à l'image de cet entre-deux dominé de la tête et des épaules par Mark Williams. On va se retrouver tout de même en début de match perturbé sur quelques actions, mais sans non plus pouvoir invoquer autre chose qu'une forme de réussite de leur part. Donc ça me va, hein, tant qu'ils jouent leur partition, qu'ils ont leur petit momentum, et que de notre côté on arrive à surtout pas prendre d'éclat au niveau du score, et qu'on arrive par contre à des moments clés à remarquer et à recoller finalement pour surtout pas les laisser s'installer. Ça me va totalement, surtout que vous voyez en troisième quart-temps on va se détacher un petit peu avant que Steph ne fasse encore des siennes. Oui, hein, c'est les dernières années de Steph Curry, donc faut faire attention à pas mal parler du phénomène qui sera bientôt un phénomène à la retraite. Hein. Donc voilà, hop là, Devin Booker ici de manière acrobatique en quatrième quart. C'est lui qui va faire basculer ce match. C'est Devin Booker. En même temps, c'est un petit peu son rôle dans cette équipe. Et une fois qu'on a un peu pris le score, après, hop là, on se régale là encore avec Jalen Green. Lui aussi en petit soliste qu'il est. Et puis voilà, ça va se terminer pour nous de manière très simple. J'ai même fait rentrer les remplaçants. On assume la perte de balle du côté de Montemoris, mais c'était pour rire ça. Et voilà, donc on a passé le play-in sans trop trembler. Il faut dire que voilà, cette opposition face aux Warriors n'était quand même pas très difficile. Et en revanche, ça nous qualifie pour aller affronter un adversaire très difficile, les Spurs de Wembanyama. Alors je dis très difficile parce qu'ils ont un bilan de 64 victoires. Hein. Ils ont en fait le même bilan qu'OKC, mais ils ont dû, à mon avis, ne pas avoir le tiebreaker en leur faveur. Hein, mais donc voilà, les ogres de l'Ouest sont OKC et San Antonio en cette année 2025-2026. Houston va se retrouver en face de Minnesota et Dallas défiera les Lakers. Golden State apparemment a réussi à battre le vainqueur de 9-10. Je crois que c'était les Pelicans. Et voilà comment ils sont sortis du play-in. Voilà, donc en face, il y aura un petit truc assez rigolo. C'est que Haliburton, dont j'avais configuré la blessure pour une année, va revenir en fait en fin de saison. Et là, il est là. Il est en train de traumatiser les Knicks et de leur refaire quasiment le coup de l'année d'avant. Bon, en tout cas, nous, ce qui est certain, c'est que je vais rentrer comme ça 2-3 fois par simcast dans les fins de match contre
ces Spurs qui sont, à proprement parler, injouables. La défense est complètement attirée par moment par Wembanyama, parce qu'il ne s'agit pas de laisser en 1 contre 1 certains de nos défenseurs. Et puis en plus, il gobe énormément de rebonds, Victor. Et derrière, il y a les shooters qui sont au rendez-vous. Donc voilà, c'est assez compliqué. Ce premier match va être remporté par les Spurs. Sauf si, regardez, Kuminga. Ah, dommage, Kuminga qui dévisse. C'était le shoot quand même. On a eu le shoot de l'égalisation à 3 points pour essayer d'aller chercher une prolongation. Mais ça n'a pas marché. Voilà. Marque très répartie. Ce sont de très bons Spurs, je trouve. Pour avoir joué contre eux. Je suis impressionné. Non seulement ça joue bien, mais en plus ça donne pas une image de cheat total, quoi. Donc c'est plutôt agréable. On rentre là encore dans le match de 3e de cette série. Et De'Aaron Fox nous fait la chanson. Là, ça commence à me faire du mal de constater à quel point on est en incapacité de museler ce phénomène qui est De'Aaron Fox. Alors museler, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais en tout cas, égalisation peut-être. Regardez, on va avoir ici une vérification officielle pour voir si on va en prolongation ou pas. Et regardez, de 1, malheureusement, à 0.0. La balle touche encore les doigts de Jalen Green. Ce sera donc une défaite assez cruelle, je dirais. On est mené 3-0 à présent et il s'agit juste d'éviter le sweep. Il y a beaucoup de scores qui sont déséquilibrés. Hein. Il y a pas mal de 4-0, de 4-1 en face à l'Est. Mais finalement 3-0 ou 3-1 à l'Ouest pendant ce temps-là. Donc on ne peut pas dire que ce premier tour nous propose des confrontations très équilibrées. Allez, je rentre là encore à 1,42 de la fin. Il y a 112 partout. On va essayer d'aller chercher notre petit match quand même pour pas terminer à 4-0. Action dans la continuité. Il y a eu une bonne défense. Derrière, hop là, le petit panier pour Mark Williams. Décidément très très solide. N1. Ok, on prend 3 points d'avance. Il reste 1 minute 30. Il faut absolument défendre sur De'Aaron Fox. Ça a été chose faite, avec notamment la bonne dissuasion de Mark Williams. Et là, en rapidité, Jalen Green vient nous donner 5 points d'avance. Bon, vous avez compris, cette fois-ci, ça va le faire. Ça va se faire terminer dans le fall game. Et c'est Devin Booker, évidemment, qui revient le mot de la fin. 46 points sur ce match-là. Il aura fallu du très très grand Devin Booker pour arriver à prendre ne serait-ce qu'un seul match à ces Spurs. Bien au-dessus de nous. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc, que dire si ce n'est que voilà, les séries vont évoluer. Donc ce sera Cleveland, Atlanta et Chicago, Indiana à l'Est. OKC et Dallas se sont déjà qualifiés pour les demi-finales de conf. Il y a encore une incertitude sur la série Minnesota-Houston et sur évidemment celle entre San Antonio et Phoenix, même si d'incertitude il n'y a pas vraiment. On sait que ça finira quand même pas pour nous, faut pas rigoler non plus. Ça va terminer ici, regardez, très serré, hein. Encore une fois, très très serré, mais on se fait éliminer sur le fil, voilà, dans les dernières minutes. C'est donc une élimination pour nos Phoenix Suns de ces playoffs. On perd 4-1 contre une équipe redoutable, donc moi je ne rougis pas, tout va bien. Et puis les Houston Rockets ont aussi été éliminés par Minnesota qui retourne en demi-finale de conférence une 3e année consécutive. Ils seront opposés à OKC. Pendant ce temps-là, San Antonio a balayé Dallas. OKC se fait sortir par Minnesota, c'est quand même l'exploit du moment. Ce qui nous donne une finale de conf San Antonio-Minnesota qui va tourner en faveur des Spurs de Victor. Victor qui est donc MVP des finales de conf Ouest, pendant que Haliburton reçoit la même récompense mais à l'Est pour
la performance face à Cleveland. Et donc, incroyable mais vrai, les Pacers retournent en finale NBA une deuxième année consécutive, en espérant ne pas connaître la même désillusion que face à OKC. Regardez, ça démarre pas très bien pour ces pauvres Pacers qui se font quand même atomiser lors du match 2. Les Spurs mènent déjà 2-0 en finale. Après, ils ont l'avantage du terrain, donc on peut encore espérer pour Indiana, mais non. De miracle, il n'y a pas eu. 3-0 pour les Spurs, et donc, la seule chose qu'on se demande, c'est s'il va y avoir 4-0 ou 4-1, quoi, hein, en gros. Allez, peut-être celui-là peut être gagné. Oui, bravo, tant mieux pour ces pauvres Pacers qui reviennent à 3-1. Bon, derrière, par contre, c'est un match à San Antonio avec une petite avance. On va, voilà, se connecter, rentrer dans la partie pour assister à la fin de ce match. Ici, c'est un floppy pour Devin Vassell qui, en 2 points longs, trouve la mire et donne 7 points d'avance à San Antonio. Donc l'histoire est plus ou moins réglée. Mais bon, sait-on jamais. On va quand même se méfier. Avec les Pacers, rien n'est jamais impossible, nous le savons tous. Mathurin, la preuve, qui artille à 3 points. Ça revient à 4. Après, sortie de balle, mauvais pressing. Victor n'a plus qu'à poser contre la planche. Et ce sera terminé pas longtemps après. Victor qui a ressorti la balle sur une bonne prise de rebond, une bonne séquence défensive une nouvelle fois. Castle, puis la balle entre les mains de Fox pour savourer. Et surtout pour... c'est complètement incroyable. Le titre des San Antonio Spurs ici, dans cette partie MyNBA, en commencer maintenant. Donc on ne peut pas suspecter non plus le jeu d'être totalement cheaté en faveur des Spurs, parce que les Spurs, au moment où je crée cette partie, qui donc sur un commencer maintenant, juste avant les playoffs, donc vous voyez, début avril, on peut pas dire que les Spurs, ils étaient dans la meilleure forme de leur vie, hein. Donc forcément, au niveau de l'évaluation ou des notes, ça n'a pas été phénoménalement jugé, quoi. Et pour autant, là, les marges de progression, elles sont incroyables, parce que les potentiels des joueurs en question sont très très bons. Castle, c'est un monstre. Ou un Banyama, j'en parle même pas, tellement c'est irréel. Après, attention, hein, Dylan Harper aussi, leur rookie, là, hein, enfin un des 2 rookies, avec Carter Bryant également, qui est pas mal du tout, qui pointe le bout de son nez. Donc voilà, il y a du monde aux Spurs, et nous, on a été spectateurs de tout ça, mais au final, on a été comme les autres, on s'est fait mettre un coup de pied aux fesses par cette équipe de San Antonio. Que dire, si ce n'est que la saison qui arrive, l'intersaison surtout qui arrive, est déterminante pour nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même re-signer 2 joueurs, prolonger leur contrat. Alors, évidemment, j'essaie de faire des petites économies au moment de leur proposer une prolongue. C'est le cas de Jalen Green. Comme ça, je solidifie le contrat. Il a encore 3 ans, on va dire, à partir de l'été. 3 ans de contrat dont la première année est à 36 millions. Je pense pouvoir dire que comparativement aux autres joueurs de la ligue qui gagnent tant et plus, il mérite cette somme-là. En tout cas, vu la saison qu'il vient de faire chez nous, c'est pas honteux du tout. Un autre qui mérite sa petite prolongation, c'est Cole Anthony, qui aura fait de l'excellent travail avec ses moyens à lui, hein, tout simplement. Voilà, donc lui, je prolonge pour 3 années, en plus de celle qui est en train d'arriver. C'était une option, mais elle a été activée. Donc voilà, allez, on passe à l'été, pour constater quoi? Que, regardez, retraite de joueurs. Il va y avoir pas mal de joueurs assez emblématiques, notamment LeBron James, mais aussi Kyle Lowry, Chris Paul, Eric Gordon, Russ West, quand même, excusez du peu, Nico Batum, Kevin Love,
Donc voilà, il y a des gens que je peux rappeler, d'autres que je peux pas rappeler. On peut pas les rappeler deux fois en fait. Hein. DeAndre Jordan également, qui était venu nous donner un dernier petit coup de main, prend sa retraite. Al Horford arrête le basket pro. DeMar DeRozan, c'est un peu plus surprenant, mais bon, pourquoi pas après tout. Ça peut s'entendre. Drew Holiday, bref, voilà. Donc il n'y a pas de surprise. Ceux d'entre vous qui suivent les choses de près savent tout ça. Et savent qu'en tout cas les retraites sont assez imminentes pour ce type de joueur-là. Donc moi, après avoir vraiment fait le tour, je constate que l'absence de certains de ces joueurs-là, tous ceux qui partent à la retraite, il ne faut pas qu'elle ait un mauvais impact sur la partie. Ça veut dire provoquer l'émergence d'un trop grand nombre de régènes, alors que jusque-là, on est relativement en maîtrise du nombre de régènes. On va quand même sauver quelques joueurs, entre guillemets, les empêcher de partir à la retraite, pour être précis. Markel Fultz, Mo Bamba, Dennis Smith, même Lonnie Walker, c'est fou, hein. C'est fou. Alors évidemment, quand le jeu dit à la retraite, la traduction assez simple peut être en Europe ou en Chine, par exemple. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, en tout cas, tous ces gens-là s'en vont. Et bon, souvent, ça correspond à soit des vieux joueurs, soit des jeunes, mais qui n'ont plus de contrat depuis au moins un an. À ce moment-là, ils se lassent et ils partent. Voilà. Alors qu'en fait, on prend jamais à 26 ans sa retraite NBA. C'est pas comme ça, mais bon. Pas grave. Doug Christie, le coach des Kings, s'en va après 10 ans de coaching. Et évidemment, Hall of Fame pour LeBron, pour CP3 et pour Russell Westbrook. Comment pouvait-il en être autrement? Et puis on va avoir aussi des retraits de maillot pour Russ West, pour Chris Paul, pour Kyle Lowry, pour Clay. Et puis évidemment, 3 franchises retirent le maillot de LeBron James, le 6 à Miami et évidemment le 23 aux Cavs et aux Lakers. Voilà. Donc c'est quand même des moments d'histoire en fait, ça, d'histoire NBA, ce qui se passe là. Tous ces joueurs qui s'en vont, c'est quand même particulier. Mais c'est aussi ça, le My League Air moderne, My NBA, pardon, j'ai fourché. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez bâtir une histoire qui va être de plus en plus fictive. Là où l'ère Steph ou les autres airs proposent finalement de coller à une forme de réalité alternative, mais avec des joueurs qu'on connaît, quoi. Allez, la loterie. La loterie va sourire aux New York Knicks qui vont hériter du premier choix. Sacramento 2e et Pelicans 3e. Pour notre part, on hérite de 2 choix, le 9 et le 30. Alors, clairement, je me suis demandé si c'était opportun de les utiliser, ces choix de premier tour, le 9 et le 30. J'avais une petite idée avant, et puis surtout, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai réfléchi d'une certaine manière. Alors, en fait, cette équipe-là, qu'on a pris en main à l'été 2025, pour moi, elle pêche dans un domaine en particulier, c'est quand même la capacité à mettre de la pression défensive. Je suis donc allé voir les stats avancées pour constater que offensivement, cette équipe des Suns, elle est 10e. Ça veut dire que elle a la 10e attaque la plus efficace de la ligue. Jusque-là, ça va. Et puis, par contre, défensivement, c'est assez vite réglé. Les Spurs, les Rockets sont les équipes les plus performantes. Ça veut dire qu'elles ont une évaluation pour 100 possessions de 100, 110, 115, 112, machin. Et nous, on est 18e. Vous voyez, c'est là que le bas blesse pour moi.
On est 18e évaluation défensive dans les stats avancées. Ça me dit une chose, c'est que j'ai besoin de quelqu'un qui va être l'initiateur du harcèlement du porteur de balle. Ce quelqu'un, je l'aurai jamais à la draft. Et le temps nous est relativement compté parce qu'il y a quelques joueurs qui n'ont pas le temps. Devin Booker n'a pas le temps. C'est comme ça. Et c'est surtout à lui que je pense en vérité, parce que pour le reste, on a des gens un petit peu plus jeunes. Et puis la classe de draft aussi, elle est pas géniale, quoi. Elle est même un petit peu calamiteuse. Hormis le premier, hein. Le premier a l'air assez fort. Voilà, ça a été généré aléatoirement, hein, donc chaque partie va avoir sa classe de draft associée, et puis ses classes de draft. Et puis finalement, on va peut-être retrouver des constantes. J'ai pas testé assez, mais on va surtout avoir quand même des régènes différents hein, à chaque simulation de ce genre de truc. Je trouve un bon trade pour mon choix 9. Je vais récupérer pour 2028 le meilleur choix de premier tour entre Cleveland et Utah. Donc, ça me va totalement. Je préfère préparer la suite plutôt que essayer là de prendre des jeunes que je connais pas et qui sont pas top non plus. Enfin, voilà. Et ensuite, on va coupler le choix 30 avec Cameron Payne pour obtenir, toujours pour 2028, le meilleur choix des deux entre Brooklyn et New York. Donc voilà, une fois que ça a été fait, vous voyez que notre petit stock de premier tour pour les années à venir commence doucement mais sûrement à grandir. Et par là même, ça va. On sait qu'on est en train de faire le job, puisque on arrive à récupérer quand même quelques assets pour l'avenir. Du coup, la draft, moi je l'ai simulée de manière la plus radicale qui soit. Hein. On a simulé, hop là, et puis sans surprise, ce sont évidemment les Knicks avec le premier choix qui ont téléchargé Nick Augustine, qui ont drafté Nick Augustine, 79 d'overall, 19 ans. Le mec a l'air vraiment fort. Le problème dans cette classe de draft, c'est pas lui. C'est surtout les autres. Les autres m'ont vraiment pas l'air bons. Bon, voilà, je peux me tromper, bien sûr, mais donc voilà pourquoi j'étais vraiment sûr de moi d'échanger plutôt les choix plutôt qu'aller chercher des joueurs absolument inaboutis, hein, d'une part, et donc à développer, ça c'est sympa, mais là on est un peu plus dans une forme de moyen terme, voire de presque immédiateté. Voilà. Les options, évidemment, on va activer celle de Ryan Dunn et de Ratcher Fleming. Ouais, en revanche, Monte-Morris, on n'est pas obligé. On peut aussi lui rendre sa liberté à ce niveau-là. Vous voyez que, mine de rien, c'est chaud dans un certain nombre de franchises. Hein. Pas croire que tout se passe formidablement bien. Il y a des options qui sont refusées de ci, de là. Les mecs vont être free agent. Qui va craquer complètement et offrir une somme déraisonnable à un tel ou un autre? Mais nous, on doit donner on doit faire attention à ne pas supprimer la possibilité d'une qualifying offer pour Mark Williams. Mais en fait, je vais réussir à le re-signer. Donc, ce sera parfait. Il demande beaucoup d'argent, mais je crois pouvoir dire qu'il les mérite, tous ces dollars. Et donc, par là même, pas de problème. Ça va être quelque chose qui est légèrement au-dessus de 39 millions par saison. 29 plutôt. Qu'est-ce que je raconte? C'est au-dessus de 29 millions par saison. Donc c'est quand même relativement modeste vu les tarifs pratiqués ici et là. Et puis là, après, au bout de ma réflexion, il y a quelque chose que je suis obligé de faire et sur lequel je vais me lancer. C'est le recrutement de ce joueur-là qui va être notre leader défensif
lors de nos séquences défensives, j'ai nommé Dyson Daniels. J'avais envie de le positionner en meneur, bien évidemment, chargé de limiter l'efficacité des meneurs adverses au maximum. Et on va tomber d'accord sur quelque chose d'assez simple, en mettant évidemment Jalen Green dans la balance. C'est pas gratuit non plus. Mais voilà, donc Jalen Green contre Dyson Daniels avec quelques petits assets en complément. Et voilà qui normalement devrait nous faire franchir un palier. Après pour Atlanta, je sais pas, peut-être ça peut être encore gagnant parce qu'ils vont avoir une équipe toujours plus brillante offensivement. Donc ça peut s'entendre en tout cas. Dans un scénario tout pour l'attaque, ce Jalen Green peut être encore une fois un bon complément à Trae Young, à Zachary Rizaché, à Porzingis puisqu'il est là-bas, etc. Je signe ensuite des vétérans, vous voyez, Malcolm Brogdon, je pense que j'ai repris Alec Burks, on a aussi George Niang, on a Youssouf Nurkic, ça c'est pour rigoler, parce que je sais qu'il était vraiment beaucoup critiqué du côté de Phoenix, mais en tant que mentor qui ne jouera pas et qui vient très tranquillement transmettre un tas de bonnes choses qu'il a à transmettre aux jeunes, moi je trouve ça très très bien. Ensuite, les progressions, vous voyez Anthony un petit peu, Dyson Daniels plus 3 sur la saison, Booker, je le re-signe, je profite pour vous le dire, il nous fait même une petite ristourne tellement il est content de la manière dont on s'occupe de son équipe. Donc je reprends Dyson Daniels plus 3, stabilité pour Book. La palette offensive de Daniels existe quand même. Il n'y a pas que ses qualités défensives du tout. Jalen Johnson plus 2, c'est bien. Ryan Dunn plus 3, on a de la chance. Ensuite on descend un petit peu. Ouais, j'ai pris Jason Tate aussi. Ça c'est le mentorat que je vais mettre en place. Booker mentorera Ryan Dunn. Ça me paraît intéressant d'utiliser notamment l'insigne tireur rusé Hall of Fame de Devin Booker. Et puis plus 3 aussi pour Kuminga, plutôt intéressant de voir que Jonathan Kuminga est enfin respecté. Et puis plus 6 pour Fleming, que je mentorerai par Alec Burks. Donc voilà. Avant, je trouvais que ça marchait pas un ailier fort par un arrière. Mais là, ça a l'air de fonctionner. Bon, ok, très bien. Et puis ensuite, Niang. Et puis Mark Williams qui prend plus 1. Et Kaman Malwak qui prend plus 6. Ça veut dire que le mec est maintenant un pivot à 85. Et ça, c'est très fort. Il sera mentoré, lui, par Youssouf Nurkic. Je vous l'ai dit. C'est pour ça que j'ai recruté le pivot bosnien. Et puis voilà. On peut passer donc forcément à la saison suivante. Saison suivante pour laquelle, cette fois-ci, j'aimerais bien qu'on termine autre chose que 7e ou 8e pour essayer d'éviter absolument les Spurs et OKC, à supposer que ce soit ces deux équipes-là qui dominent, mais a priori, elles ont de grandes chances de le faire. Et donc voilà, voilà comment s'achève cet été avec un certain nombre de mouvements que je trouve plutôt cohérents ou envisageables, on va dire. Après, attention, je suis pas Madame Irma, moi. J'ai pas cette prétention. Retraite à venir pour Kevin Durant. C'est logique. On avait été averti l'année précédente. On avait juste refusé. Et puis, sinon, la nécessité comme ça de mettre en place une rotation avancée. Mais c'est que du bonheur. Parce que c'est une équipe qui est vraiment intéressante. Elle est au final assez athlétique. Elle va avoir comme ça un certain nombre de qualités qui font que sur NBA 2K, ça peut pas mal marcher. C'est même plutôt intéressant.
Et donc voilà, ce renforcement défensif m'intéresse au plus haut point avec une grosse responsabilité sur Dyson Daniels. Voilà, on donne ensuite des minutes très importantes aussi à d'autres comme Fleming ou Dunn ou Maloir évidemment. Voilà, donc ça c'est pour la rotation. Elle est assez équilibrée, on joue à 9. Je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime bien mettre des intransférables, c'est amusant. Mais donc voilà à peu près où on en est en termes d'intransférables. On a un bon 5. Et on a même quelques remplaçants qui sont vraiment pas pourris. Donc voilà, il va falloir prouver tout ça in-game. Et le premier match de l'année, c'est contre les Clippers. Les Clippers de Zubac, Harden, Chris Dunn, Kawhi Leonard et John Collins du coup. C'est intéressant parce que ça devient un tout petit peu plus costaud offensivement avec John Collins, je trouve. C'est quand même un danger ce joueur-là. D'ailleurs, il a été, on va dire, réaliste à 3 points dès lors que les occasions se sont présentées. L'entre-deux est perdu par Mark Williams, c'est pas grave. Et puis, c'est vraiment pour moi une occasion, à part d'essayer de placer des petites combinaisons en attaque comme ce alley-oop ici pour Kaman Malouak. C'est surtout défensivement que j'ai envie de voir des différences. J'ai envie de savoir si on est capable de mieux étouffer le porteur de balle adverse, notamment grâce à Dyson Daniels. Bon voilà, après, il faut pas leur laisser de shoot ouvert. Ça, c'est une constante, je dirais, en ère moderne. Dès que vous laissez quelque chose d'un petit peu ouvert, vous allez déguster, mais vous le savez aussi bien que moi, vous l'avez remarqué. Ryan Dunn, ici, hop, qui répond. Et on prend peu à peu l'avantage dans ce match-là, au cours du 3e quart-temps. Ici, Anthony 2+1. Le lancer franc bonus arrive, voilà. Et on a comme ça un petit matelas d'avance qu'on va conforter en 4e quart-temps avec ici un gros rush de Dyson Daniels, Devin Booker pour Fleming et voilà qui va être ficelé, je dirais. Et c'est plutôt intéressant parce que j'ai vraiment bâti ma stratégie à l'été qui précédait, là que je viens de vous montrer, sur le fait de renforcer vraiment sur un poste particulier, le poste de meneur, même si je sais sur le papier Dyson Daniels il est arrière meneur, mais voilà, moi c'est vraiment en poste de meneur que je l'utilise, vous l'avez compris. Et en fait Dyson Daniels, vraiment sa mission c'est d'étouffer le porteur. Après on sait que si on étouffe bien le porteur de balle, le meneur pour ainsi dire adverse, déjà on a fait une grosse partie du boulot. Et de cette façon-là, la défense collective, je dirais, va beaucoup plus facilement se mettre en place. Je suis content quand, en 4 fois 5 minutes, avant extrapolation, j'arrive à encaisser moins de 35 points. C'est ça mon objectif. Moins de 35 points, j'estime que je peux arriver à battre à peu près n'importe qui. Dès lors qu'on en encaisse plus, c'est pas dit. Et voilà, donc c'est tout mon calcul, toute ma stratégie est vraiment basée là-dessus. On avance, donc autre victoire sur la première semaine. Après, il y a une petite défaite face aux Rockets en début de 2e semaine, après 3 victoires qui suivent. Puis les Sixers, nous les battons, perdons contre les Mavs, et on arrive à un match que j'ai voulu jouer du côté des Lakers, parce que quand même une rivalité de fond entre Suns et Lakers. C'est ces deux franchises dont les supporters ne s'apprécient pas beaucoup, pour être très franc. Et puis en plus c'est l'occasion de parler un petit peu de ces Lakers de l'ère post-LeBron James, puisque maintenant vous voyez Doncic, Reeves, Connect, Vanderbilt, Ayton, ça paraît correct, mais ça casse pas 3 pattes à un canard en fait quand on commence à analyser les choses, parce que sur le poste 4 déjà on les sent comme perméables, donc il va falloir essayer d'en profiter. Et puis après sur les extérieurs, que ce soit arrière ou ailier, on a quand même des opportunités. Par contre il ne faut pas leur en laisser. Ici vous voyez que j'ai laissé un shoot ouvert, et honnêtement ça fait tout de suite très très mal.
faut pas laisser connect ouvert. Il y en a d'autres qu'il faut pas laisser ouvert. Ici, les pénétrations de Doncic. Connect de nouveau ouvert. Ben voilà, ça fait mouche. Ils ont également étoffé leur effectif en prenant l'ancien Spur. Regardez, il est là. Malachi Branham, qui faisait partie du trade Branham-Wesley. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, hein, contre Kelly Olynyk, n'est-ce pas? IRL. Donc, bon, ben, apparemment, Branham, il a bougé entre-temps. Et puis, ben, dans ce match, voilà, on a encaissé, je dirais, des points sur le maximum d'actions sur lequel on pouvait en encaisser. Après, par contre, on a sanctionné en contre-attaque. Ici, c'est Jalen Johnson qui se joue en vivacité, en fait, de son défenseur. Donc voilà, jouer beaucoup sur la vivacité, sur le travail de nos intérieurs. Bon, vous remarquerez que sur ce match, il n'y avait pas Mark Williams. Il a eu 2 semaines à peu près d'absence suite à une petite blessure. Ici, bien joué, Luka, pour permettre aux Lakers de revenir dans le match. Et puis, ben, vous voyez, j'ai dépassé mon quota autorisé de points encaissés sur ce match-là. Donc, il faut aller chercher un petit peu plus d'attaque. Ici, c'est le cas pour un panier décisif signé Dyson Daniels. Encore un avant que Devin Booker ne referme le couvercle sur les Lakers. Voilà, c'est terminé. Ils reviendront pas. Et on prend ce match avec, en face, là encore, beaucoup de shoots à 3 points à Zévi. Ils ont shooté à 7 sur 21. Ils ont pris 21 shoots sur 38 à 3 points. Donc vraiment, défense extérieure, c'est la base de toute chose si on veut avoir un peu de réussite dans cette NBA en ère moderne. Et il faut quand même un bon pivot sur le parquet, parce que quand ils n'ont pas le shoot extérieur, ils viennent quand même essayer de près. Et là, ça a été le cas avec un énorme match de Malwack. Après, Devin Booker a été vraiment excellent. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça, il est toujours bon. Voilà, retour de Mark Williams, ça fait du bien, parce que honnêtement, j'ai senti passer son absence. C'était l'occasion pour Malwack de jouer beaucoup plus. Voilà, on va s'arrêter là pour l'avancement du calendrier. On reste à 8-2, et puis on verra la suite dans le prochain épisode. Quelques petits bilans avant de vous quitter. Donc, sur le plan individuel, sur le plan collectif, justement, on va étayer un petit peu ce que je disais juste avant. C'est un échantillon faible, hein, 10 matchs, mais on a la 8e efficacité offensive. Et par contre, défensivement, vous voyez, encore une fois, ce n'est qu'après 10 matchs, mais on a la 3e meilleure évaluation défensive. Donc déjà, ça ressemble à quelque chose. Et quand on est top 10 dans les 2 catégories, en général, ça annonce plutôt quelque chose de sympathique pour la saison. Voilà, on va espérer quand même ne pas avoir de blessures, parce que en termes d'effectifs, on n'a pas énormément de profondeur. 2,2 interceptions pour Daniels par match, 27 points pour Booker, Johnson qui contribue en points et en rebond, Kuminga qui contribue plus qu'il n'avait fait auparavant, Malwack à 2 contres par match, 13 et 10. Voilà, c'est pas mal, ça ressemble à quelque chose. Alors des fois, il y a des scores fleuves, hein, dans les simcasts, c'est un peu pénible, mais sinon, je dirais que globalement, on prend la bonne direction. Et Ryan Dunn aussi joue son rôle. Bon, tout va bien. Un truc que je vais vous montrer avant de vous dire au revoir, c'est le nombre de joueurs qui sont à 88 ou plus d'overall dans la partie actuellement. Il y en a, regardez, ça va se réduire à mesure que je demande d'augmenter la note générale minimale. Donc il y a 792 joueurs NBA dans la ligue, et il n'y en a que 39 qui ont 88 ou plus. À titre comparatif, dans ma partie avec Dallas, au bout de 6 années, je crois, il y en avait 52, dont certains étaient des régènes, hein, bien évidemment. Il y a plutôt une majorité de meneurs, il y a 8 arrières, il y a seulement 5 ailiers. Bon, après, attention, la classification des postes, elle est ce qu'elle est. Hein. Il y a quand même 10 ailiers forts. Voilà. Et après, sur le plan des pivots, regardez, c'est relativement faible, puisqu'il n'y en a que 5 qui ont au moins 88 d'overall. Si tant est que Porzingis est un pivot. Là encore, on peut débattre. Mais en tout cas, l'ailier et le pivot sont
je dirais, les postes les plus faibles globalement en termes de joueurs à fort impact dans la ligue au moment où on parle. Voilà, je vous dis à plus, rendez-vous au prochain épisode et à bientôt. Bye bye.